Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV78. Voici le sommaire de ce magazine. Couvre-feu, le sport yvelinois va être fortement impacté par cette mesure prise face à la crise sanitaire. Des matchs ont déjà été annulés dans les Yvelines et les clubs vont devoir s'adapter pour les entraînements. Coup de projecteur dans ce magazine. Football, ont joué ce week-end le 5e tour de la Coupe de France. Conflans a réussi à s'imposer ce dimanche à domicile contre Aulnaysienne au tir au but. Le club est le dernier représentant yvelinois. Reportage à suivre. Golf, un stade de haute performance a été inauguré mercredi dernier au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Cet équipement permettra aux golfeurs français de travailler tous les types de coups. Focus dans ce magazine. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV78. Je vous le disais dans les titres, ce couvre-feu imposé de 21h à 6h dans la région Île-de-France face à la crise sanitaire a également des conséquences sur le monde sportif local. Les clubs yvelinois vont devoir se réorganiser pour les entraînements pendant au moins 4 semaines et certains matchs seront annulés ou reprogrammés. Les détails et réactions. Le monde du sport yvelinois est bousculé par le couvre-feu annoncé ce mercredi soir par Emmanuel Macron. Certains matchs de basketball ou de handball programmés en soirée sont d'ores et déjà annulés dans le département. Au club de football de Poissy, il ne devrait pas y avoir de conséquences sur les matchs à domicile de l'équipe senior. Les rencontres de National 2 sont programmées généralement en fin de journée, mais ce sont les rencontres à l'extérieur en Bretagne qui interrogent les dirigeants. Le match se déroule à 18h. Donc à 20h45, parce qu'il faut une heure de battement, nous partons avec nos équipes. Devrons-nous rester effectivement sur la Bretagne et les frais nécessaires et supplémentaires dont ça sera difficile à supporter compte tenu de notre budget. Rester sur place 20 personnes sur un hôtel, effectivement, c'est pas envisageable pour nous. Néanmoins, si nous rentrons, j'espère vraiment que nous aurons des dérogations. Au-delà des matchs, ce couvre-feu va entraîner une réorganisation des horaires d'entraînement le soir pour l'ensemble des clubs yvelinois. C'est le cas au rugby club de Versailles. Les conséquences sont surtout organisationnelles avec l'avancée de toutes les horaires d'entraînement, notamment pour les seniors et les juniors, qui s'entraînaient jusqu'à 21h30 ou 20h30. Évidemment, avancée désormais à 19h pour terminer à 20h15, 20h30 grand maximum et pour que tout le monde soit rentré chez soi à 21h. La vie autour des rencontres va également être perturbée. Les après-matchs si renommés dans le monde du rugby vont être impactés par les nouvelles mesures annoncées. Les troisièmes mi-temps sont remplacés par des distributions sans rassemblement, de manière à éviter que le virus ne se propage après les matchs et dans des conditions festives qui sont du coup à revoir. Mais encore une fois, tant qu'on peut jouer au rugby, on fait avec. Il faudra faire avec pendant au minimum 4 semaines pour le sport yvelinois. Vous l'avez vu dans le reportage précédent, cette situation inquiète et perturbe le monde sportif yvelinois. Ce week-end, certains matchs ont déjà été annulés et reprogrammés. C'était le cas pour le match de National 2 de féminine de Montigny-Bretonneux ou de l'équipe masculine de plaisir en National 3. Les matchs de basket de Trappes ou encore Duchesne et Versailles ont eux aussi été annulés. Le LCV 78 devait jouer contre Laïc Montivilliers et le match a été déplacé au 28 novembre. Pour nous parler de cette situation, nous recevons sur ce plateau Bamba Sey et Mehdi Atala, deux joueurs de l'équipe. Bonsoir messieurs. Bonsoir Miguel. Alors comment avez-vous appris l'annulation de ce match, Bamba Sey ? L'annulation, on l'a appris la veille, je crois, et parce qu'on attendait un message pour nous dire qu'on allait jouer, mais bon, après le coach nous a envoyé un message comme quoi que tous les matchs sont annulés, et on était un peu déçus par rapport à l'annulation. Un peu surpris également, Mehdi ? Ouais, bon, on s'y attendait un petit peu. Lors du dernier entraînement, on en avait parlé le jeudi. On attendait le message le vendredi pour savoir si on partait en déplacement ou pas, parce qu'avec la réservation du car et toute la logistique du club. Et on a reçu un message vendredi dans la matinée pour savoir, qui nous disait que le match n'allait pas avoir lieu et qu'il serait déplacé au 28 novembre. Vous avez pu un petit peu discuter avec les autres joueurs des autres équipes présentes dans votre pool ? Non, on n'en a pas discuté forcément. Mais c'est quoi le sentiment général ? C'est que tout le monde est déçu. Et comme vu que tout le monde était bien parti pour faire une bonne saison et que là, cette coupure, c'est un peu gênant, quoi. Alors, vous pensez que ça peut fausser le championnat, peut-être ? Ces reports ? Ouais, moi je pense que oui. Particulièrement dans notre pool, il y a des... Trappes a joué un match de plus que nous. Nous, on a joué, je crois, 3 matchs de plus que Rouen, qui a joué qu'un seul match, ou 2 matchs de plus. Donc, forcément, si ça vient à s'arrêter
à un moment donné, on n'aura pas toutes les équipes n'auront pas joué le même nombre de matchs. Donc je pense que ça peut fausser le résultat à partir du moment où on n'a pas tous joué le même nombre de matchs, quoi. Bon, ça y est, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord avec lui. Et surtout qu'en province, eux, ils s'entraînent. Et vu que nous, on ne peut plus s'entraîner, donc oui, ça fausse tout. Justement, comment ça se gère au niveau des entraînements? Parce que je le rappelle, vous ne pouvez plus vous entraîner maintenant. Oui, on ne peut plus s'entraîner. Donc le coach est en train de voir des solutions, faire des courses, aller s'entraîner à l'extérieur, faire beaucoup de courses. Et donc après, c'est pas ça qui va nous remettre dedans. Donc, mais bon, on espère d'ici là, il y aura des changements. Oui, parce qu'en basket, il faut s'entraîner au tir, hein. Par exemple, il n'y a pas que la condition physique. Ouais, c'est ça, le club est en train de voir, le club avec le coach est en train de voir pour qu'on puisse s'entraîner, soit avancer les entraînements, mais il faut voir si tout le monde est disponible, ou bien aller sur des terrains extérieurs, courir. Mais bon, comme on fait un sport collectif, on fait pas de l'athlétisme. Donc même si on court tous ensemble, on change de sport, quoi, limite. On pourra plus travailler le basket, quoi. Et vous n'êtes pas les seuls concernés, hein. Les filles en National 2 ont également vu leur match déplacé également. C'était un match contre Douvres. Finalement, c'est tout un club, hein, qui a impacté Bamba Seye. Oui, c'est ça. Tout le club. Il y a à peu près 1000 licenciés au Chénet Versailles. Oui, plus de 1000 licenciés. Et il y a beaucoup d'équipes qui vont plus s'entraîner pour 6 semaines, je crois. 4 à 6 semaines. Et ça, c'est problématique. Justement, voilà. pour vous, Bamba Seye, qui avait bien commencé la saison, vous êtes plus proche de la fin que du début. On rappelle, vous avez 39 ans, c'est bien ça? Ah non, j'ai 42 ans. 42 ans, donc vous êtes plus proche de la fin que du début. Comment on se maintient en forme, justement? Là, ça va être très, très compliqué. Il faut que je vais essayer de trouver le moyen d'aller courir, de se maintenir, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que vous avez marqué 36 points contre Rueil, notamment. Oui. Il faut se maintenir en forme. Il faut. Surtout à mon âge, il faut que... Et justement, voilà. Ce début de saison était plutôt pas mal, on peut le dire, hein, pour le Chénet Versailles, avec 2 victoires, 1 défaite. Est-ce que ça peut mettre un petit coup d'arrêt, ce couvre-feu? Oui, forcément, avec la coupure, le fait qu'on puisse plus s'entraîner, forcément. Après, oui, on a bien commencé. On fait 2 victoires, 1 défaite. Et l'année dernière, en 3 matchs, on était au même bilan. Pour le moment, on était à 2 victoires, 1 défaite aussi. Donc oui, il vaut mieux être à 2 victoires, 1 défaite qu'à 1 victoire, 2 défaites. On a un bilan positif pour le moment. Après, savoir quand est-ce qu'on pourra rejouer, je ne sais pas. Vous êtes 5e du classement. Est-ce que c'est un classement qui vous convient? Pour l'instant, oui. Oui, parce qu'on n'a fait que 3 matchs et qu'il y en a un match de retard. Donc du coup, non, on n'est pas inquiet. Non. Je pense qu'on est bien. Le top 5, ça sera l'objectif à la fin de la saison, Mehdi? Ouais, c'est l'objectif du club. De toute façon, c'est de se maintenir assez facilement. Après, si on peut aller chercher plus haut, le club suivra. Mais l'objectif, c'est clairement de finir sur les 5 premières places. Ouais. Vous confirmez, Bamba? 5 premières places, le top 5. Ouais. Déception si vous n'arrivez pas à finir dans le top 5? Déception, oui, parce qu'on a une très très bonne équipe. Une équipe jeune, à part moi. Et 42 ans, je le rappelle. Et encore 36 points contre Rueil. Voilà, et donc je pense qu'on peut le faire facilement, je pense. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Bon courage pour la suite et on espère que vous pourrez reprendre le plus rapidement possible sur les parquets. On va maintenant parler football. On jouait ce week-end le 5e tour de la Coupe de France. Conflans a pris sa revanche, éliminé l'année dernière par Aulnaysienne. Les joueurs du département ont gagné au tir au but après un match à suspense. Le club continue donc l'aventure et devient le dernier représentant yvelinois dans cette compétition. Des images de Mélanie Poquet. Explosion de joie au stade Léon Biancotto. L'équipe locale Conflans qui évolue en R1 vient d'éliminer au tir au but Aulnaysienne, une équipe de la même division. Pourtant, rien n'a été simple dans ce 5e tour de Coupe de France. Bousculés, les Yvelinois sont menés 2-1 pendant une grosse partie du match par les joueurs de Seine-Saint-Denis. On a eu des moments de flottement, l'adversaire il nous laissait jouer. Donc à un moment donné, on ne savait pas si on devait accélérer le jeu par des passes ou individuellement. Donc on a essayé d'un petit peu tout proposer et au final, on s'en est quand même bien sorti.
La fin du match est une histoire de pénalty. Les joueurs de Conflans égalisent sur ce fait de jeu. Score final 2-2 à la fin du temps réglementaire. Les Yvelinois remportent ensuite le match lors d'une stressante séance de tir au but 3-1. C'était dur, ça y est, on est passé. C'était un match avec plein de rebondissements. On a su concrétiser et puis aller au bout et gagner le match sur une séquence de pénalty. Avec cette victoire, Conflans est le dernier représentant des Yvelines encore en course dans cette Coupe de France 2020-2021 et forcément l'équipe veut aller le plus loin possible. Au Stade de France ? Ce serait bien. Non, je plaisante. Le plus loin possible, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, on continue, on fait nos petits bonhommes de chemin, on travaille, on est content d'être ensemble. Le 6e tour de la Coupe de France est programmé à partir du samedi 31 octobre. Au stade Léon Biancotto, les joueurs de football de Conflans et d'Aulnay ont tenu à rendre un hommage au début du match à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie qui travaillait au collège du Bois d'Aulne de Conflans. Il a été décapité vendredi dernier dans une attaque terroriste dans la commune. Les joueurs l'ont applaudi pendant 1 minute. Dans les autres rencontres de cette Coupe de France de football, une deuxième rencontre concernait un club yvelinois. Malgré un bon match, le club d'Ouille, qui évolue en R2, n'a pas réussi à créer l'exploit contre Bobigny, qui évolue en National 2. Le club du Nord des Yvelines s'est incliné au tir au but 3-1 après un score de parité d'1 but partout après la prolongation. Il ne reste donc qu'un seul club yvelinois encore en course. On continue à parler football dans le championnat de National 3. On jouait un match en retard. Le derby entre les Mureaux et le FC Mantois s'est soldé par un match nul, 1 but partout, un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes. Le FC Mantois est 9e avec une seule victoire depuis le début de la saison. De son côté, l'équipe des Mureaux est dernière du classement. Quelques étages plus bas en première division de district ont joué pour le compte de la 4e journée. Carrière-Grésillon s'impose sur le terrain d'Aubergenville 2-1. Même score pour Sartrouville face à Voisin. Wallercy gagne par la plus petite des marges 1-0 contre Valais 78. Match nul et spectaculaire entre Le Chesnay-Houille et Épône-Bailly-Noisy. Ces deux rencontres se sont soldées par un 3-partout. Enfin, Bucheloise gagne 3-0 sur le terrain de Gargenville. La prochaine journée est programmée le 8 novembre prochain. On va maintenant ouvrir une page rugby dans le championnat de Fédéral 2. Plaisir s'est imposé ce week-end contre le rugby club Baulois. Le score 32-20, cette deuxième victoire de la saison permet aux joueurs de Sébastien Roncalli de remonter au classement et de se retrouver à la 8e place après 5 journées. L'objectif annoncé du milieu de classement n'est pas loin. En Fédéral 3, 2 rugby ont joué ce week-end pour le compte de la 5e journée. Très beau week-end pour Versailles. Après avoir remporté une victoire en réserve, l'équipe senior s'impose 45-21 sur son terrain face à Clamart. Les Versaillais occupent ainsi la 2e place du classement. On écoute la réaction de Pierre Chevalier, le responsable communication du club. Tout était réuni pour pouvoir justement régaler les spectateurs venus masqués à Porchefontaine avec un festival offensif de 6 essais à 3 pour les Bleus et Blancs en première. Et puis malheureusement une troisième mi-temps avortée puisqu'il a fallu quitter le stade juste après le deuxième match dans la mesure où nous pouvions nous rassembler à plus de 6. Donc une bonne opération pour les Versaillais qui s'installent à la 2e place du classement derrière GTO. Dans le championnat de division honneur dans la poule 1, l'Union Rugby Centre 78 s'est incliné ce week-end contre Paris, le score 40-10. Dans l'autre rencontre, Chevreuse s'est imposé 25-13 sur le terrain de Créteil-Choisy. Au classement, Chevreuse est co-leader dans ce championnat avec 13 points en 3 matchs et l'URC 78 est lui à 6e. C'était l'un des événements sportifs marquants de la semaine dernière dans les Yvelines. La Fédération française de golf a présenté son tout nouveau stade d'entraînement de haute performance au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines, un lieu qui pourrait permettre à la France de jouer les premiers rôles dans les prochaines années. Un montage de Xavier Jalin. C'est un concept novateur en Europe. Le Golf National de Saint-Quentin en Yvelines a inauguré ce mercredi 14 octobre un stade d'entraînement de haute performance à destination des futures pépites du golf français et des professionnels. Un outil pour leur permettre de performer. C'est surtout que c'est une zone qui est d'abord une zone qui a été étudiée spécialement pour la haute performance, c'est-à-dire rencontrer les conditions que nos athlètes vont rencontrer lorsqu'ils jouent des compétitions sur les plus beaux et plus difficiles parcours du monde. Et cette zone a repris, nos athlètes vont pouvoir se retrouver dans les conditions de ces plus grands tournois. Un nouvel outil de travail qui a impressionné le golfeur professionnel Jean Garrial de 86 ans aujourd'hui, l'ancien vainqueur de l'Open de France en 1969 à Saint-Lon-la-Bretèche. Quand j'ai commencé, moi, au Pays Basque, puisque je suis originaire du Pays Basque, il n'y avait pas de practice du tout. Nous avions chacun nos balles de practice, nos balles, et on tapait, bien sûr, et on allait les ramasser. On tapait, on les ramassait. Maintenant, c'est le progrès.
Le stade de performance est la première pierre d'un projet beaucoup plus large à côté du practice de Loiselet. Un dortoir pouvant accueillir 24 sportifs et 6 staffs sera construit dans les prochains mois. Un plateau performance sera également développé à destination des jeunes avec une école de la préparation physique et du travail technique avec des modélisations du swing. Objectif, mettre la nouvelle génération dans les meilleures conditions. C'est pas parce qu'on a les meilleures infrastructures qu'on a forcément des champions. Si je vous mets dans une Formule 1, je ne suis pas certain que vous soyez capable de rivaliser avec Hamilton. Donc il nous faut de très belles Formule 1 et on vient d'en livrer une, mais il nous faut maintenant les pilotes qui vont pouvoir être capables de conduire cette Formule 1. Au total, un nouveau stade de performance a coûté 4,5 millions d'euros avec 60% de fonds publics. Saint-Quentin-en-Yvelines et la région font partie des partenaires sur ce projet. Rendez-vous dans quelques années pour voir si ce dispositif a permis de sortir de nouvelles pépites. L'inauguration de ce stade d'entraînement était également un grand moment pour Christophe Muniesa. Le directeur général de la Fédération française de golf a œuvré pendant plusieurs années sur le projet. Il était présent mercredi dernier sur le golf national. Nous avons profité de ce moment pour lui parler du stadium, mais également du golf en France depuis le déconfinement. Christophe Muniesa, on vient de voir le stadium qui vient d'être inauguré ici au golf national. J'imagine que c'est une grande satisfaction de voir ce stadium inauguré ici. Oui, cet équipement complète les infrastructures déjà riches du golf national, les différents parcours, également les 2 practices d'entraînement. Mais il nous manquait au golf national ce site spécifique sur lequel on s'entraîne au petit jeu. Le petit jeu, les coups à moins de 100 mètres pour raisonner simplement. Et puis aussi au putting, c'est essentiel dans la performance en golf. Tous ces petits coups qui se jouent à proximité du trou, sur lesquels il faut être très performant si vous voulez gravir les échelons du golf mondial. Est-ce que ça fait rentrer le golf national dans une nouvelle ère ou pas, ou c'est une continuité finalement? En tout cas, ça donne au golf national une version plus aboutie de l'équipement. Je l'évoquais, on a commencé ici par construire avant toute chose un très grand parcours, reconnu comme tel d'ailleurs, le parcours de l'Albatros, qui a entre autres accueilli les Open de France, mais aussi la Ryder Cup. Mais au-delà du parcours, il fallait compléter ces infrastructures par d'autres pans qui permettent de s'entraîner au golf avec à l'esprit l'ambition d'aller vers le plus haut niveau. Plus globalement, le golf dans les Yvelines prend de l'ampleur, on le ressent. On a ces masques sur le visage en ce moment. Depuis le déconfinement, le golf a pris de l'ampleur. Oui, alors dans les Yvelines, c'est un véritable laboratoire puisque c'est le département le plus golfique de France. Vous avez plus de 30 golfs dans les Yvelines et la région Île-de-France est la région dans laquelle il y a tout simplement le plus de golfeurs. Plus de 150 000 golfeurs licenciés en Île-de-France. Donc il y avait une belle carte à jouer pour cette discipline dans ce territoire et le golf a répondu présent effectivement. Dès lors qu'on a pu retourner sur les parcours, dès la première phase de déconfinement, dès le 11 mai, il y a eu un véritable engouement pour cette pratique qui était déjà assez populaire et qui est en train de le devenir encore plus. Nous, on le mesure sur le nombre de licenciés et sur le nombre de pratiquants occasionnels et on considère que le nombre de licenciés dans le territoire francilien sur l'année va être au niveau de celui de ce qu'il était en 2019. Donc on va pour ainsi dire pas perdre de joueurs réguliers et on est en train de gagner des nouveaux joueurs de l'ordre de 3 à 4% sur le territoire francilien. Ce n'est pas forcément équivalent ou systématique sur d'autres régions qui peuvent être plus impactées par le tourisme golfique. On pense notamment à la Côte d'Azur, au littoral atlantique. Mais en tout état de cause, oui, le golf a le vent en poupe dans l'Île-de-France et plus particulièrement dans les Yvelines et à proximité de Saint-Quentin-en-Yvelines. Justement, ces nouveaux golfeurs, ils ont quel type de profil? Alors ils sont plutôt Est-ce que vous les avez répertoriés? Oui, on essaye de monitorer, on conduit des études et à l'image de ce qu'on a déjà observé dans le cadre de la conduite de la création des 100 petits équipements urbains, ça c'était sur la période on va dire 2010-2018, à l'aube de l'accueil de la Ryder Cup, on a une typologie de nouveaux golfeurs qui est plutôt plus jeune. La moyenne d'âge du golfeur en France, c'est 50 ans. Pour autant,
Si on regarde les licenciés de moins de 18 ans, on a 50 000 licenciés de moins de 18 ans. Donc dans cette période qui a immédiatement suivi le confinement, on a eu plus de jeunes. On a un public aussi qui est plus féminin. Sur la proportion à l'échelle nationale, on a 30% de joueuses, 70% de joueurs. Et là, sur les nouveaux golfeurs, on est plutôt à 40-60. Donc on cherche évidemment, et on espère, pouvoir continuer de surfer sur cette vague avec plus de féminines et plus de jeunes golfeurs. Christophe Mouniez, est-ce que le golf peut devenir tendance ? Alors on a observé dans on va dire la fin des années 80 une notion comparable de sport à la mode, de sport tendance, et ça nous a permis d'accroître de manière considérable le nombre de licenciés. Au début des années 80, il y avait à peine 30 000 golfeurs en France, et aujourd'hui on est monté à plus de 400 000 licenciés, 700 000 pratiquants. De nouveau, comme on l'observe dans les pays anglo-saxons et également en Scandinavie, il y a une véritable effervescence autour de la pratique du golf actuellement. Ça tient à la nature de la pratique. On joue en plein air, on peut jouer seul ou à plusieurs. Donc c'est un sport qui est beaucoup moins Covid dépendant que d'autres types de pratiques, et indéniablement il y a un engouement autour de la pratique du golf qu'on espère évidemment long et soutenu. Est-ce que l'avenir du golf est radieux, autant au niveau loisir que au niveau ? Alors pour ce qui est de la pratique loisir, très clairement la pratique est soutenue, et on souhaite que ça continue dans les mois, dans les années qui viennent, mais on est plutôt optimiste. Pour ce qui est de la pratique de haut niveau, il y a eu un véritable progrès observé au cours des dernières années, des dernières même décennies, avec des joueurs français et des françaises qui s'illustrent sur les différents circuits. Très clairement, aujourd'hui, le golf français ne peut pas s'enorgueillir d'un joueur dans le top 10 mondial. Ce n'est pas encore le cas. Mais il y a beaucoup de signes tout à fait positifs qui plaident en ce sens. Et on souhaite que le golf national contribue à cet effort du golf français en mettant à disposition de ses meilleurs talents des infrastructures qui doivent permettre l'émergence d'un champion français au plus haut niveau. Merci beaucoup Christophe Mouniez. Merci à vous. On va maintenant parler des Jeux Olympiques de 2024. Une quinzaine de collectivités yvelinoises auront un centre de préparation pour les JO. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques vient de confirmer cette information. Guyancourt et les Clés-sous-Bois en font notamment partie. Les précisions d'Éléonore Sinoquet et Nicolas Kirillovitz. 16 collectivités et 19 équipements ont été retenus pour devenir des centres de préparation pour les athlètes. En 2024, les Yvelines auront donc la part belle pour le grand rendez-vous sportif que sont les Jeux Olympiques. Le gymnase Maurice Baquet de Guyancourt recevra les entraînements de judo. Pour accueillir les sportifs, la ville a lancé la construction de 2 salles d'arts martiaux. Les travaux devraient s'achever en juin 2021. Coût de l'opération de 2 à 2,5 millions d'euros subventionnés. Je pense que c'est effectivement lié à ces nouvelles installations qui vont arriver l'an prochain et donc qui permettent un confort d'installation. On pense aussi à la proximité du lieu olympique, puisque le lieu olympique aura probablement lieu pour le judo sous la Tour Eiffel. C'était un vrai besoin pour la ville de Guyancourt, de toute façon. Du côté des Clés-sous-Bois, l'annonce a aussi été bien accueillie. La commune a été retenue pour sa piste de BMX située dans le parc du Carillon et créée en 2017 en remplacement d'un terrain de football à 11. Notre site étant reconnu, donc les équipes devront choisir parmi les différents sites au moment des JO et nous espérons que nous serons choisis par une équipe de haut niveau et pourquoi pas espérer l'équipe de France. Si une vingtaine de lieux yvelinois est déjà connue, d'autres dossiers sont encore à l'étude, comme l'athlétisme à Guyancourt. Une fois n'est pas coutume, je vous propose maintenant de parler de ski. L'ancienne skieuse professionnelle Florence Masnada fait partie des légendes de sa discipline. Elle a notamment remporté 2 médailles de bronze aux Jeux Olympiques de 1992 et 1998. Nous l'avons rencontrée au golf de Feucherolles. C'est notre interview express. Regardez. Parce que j'étais au pied des montagnes et je me suis dit ça serait bien de monter au sommet des montagnes et de savoir les descendre rapidement. Oh, les médailles olympiques. J'ai eu la chance d'avoir 2 médailles de bronze olympiques et ce sont des événements qui sont gravés là.
La dernière, la médaille de bronze aux Jeux à Nagano en 98. Bon, c'était le siècle dernier, mais c'était une médaille en descente, la discipline reine. Je suis concernée par l'environnement et ce que j'aimerais, c'est que le sport soit encore plus solidaire au niveau de l'environnement et fasse des efforts aussi, montre l'exemple pour les jeunes générations. On passe maintenant à notre page agenda. Dans cet agenda du football, un match capital pour Poissy. Les Pissiaquais reçoivent ce samedi à 18h l'équipe de Sainte-Geneviève à l'occasion de la 9e journée du championnat de National 2. Les joueurs coachés par Laurent Fournier à la recherche de leur première victoire de la saison doivent l'emporter pour remonter au classement. Ils sont pour l'instant bons derniers du championnat. En football, on jouera également sur les terrains de Régional 3. Maurepas recevra les Ulysses ce dimanche à 15h à l'occasion de la 4e journée du championnat. Les Morpasiens, promus cette saison, ont à cœur de se relancer après leur première défaite de la saison contre Versailles sur le score de 4-3. La rencontre est programmée au stade du Bout des Clos. N'hésitez pas à venir les soutenir. Enfin, il y aura du rugby ce dimanche dans le championnat de Fédéral 3. L'entente Maison Lafitte Saint-Germain-en-Laye Poissy se déplacera sur le terrain à d'Évreux ce dimanche 25 octobre. Le MLSGP est pour l'instant leader de cette poule 1 et espère le rester. De son côté, Évreux est 8e et n'a disputé que 2 matchs pour 2 victoires. Attention au match piège. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.